Milei, Orban, Erdogan, quelques chefs d'État ont répondu positivement à l'invitation à rejoindre le Conseil de la paix lancé par Donald Trump à Davos il y a quelques jours. Si le périmètre d'action de ce Conseil reste pour l'instant très flou, le tableau des dirigeants autour du président américain est une parfaite illustration de cette internationale conservatrice qui se développe depuis une dizaine d'années. Mais plus que de simples conservateurs, ces dirigeants semblent mettre en œuvre une véritable révolution visant à débarrasser leurs États de la démocratie. Pour notre invité, Jean-François Bayard, les origines d'un tel mouvement sont à chercher dans l'entre-deux-guerres, alors qu'une révolution intellectuelle née sur les ruines des empires permettait l'éclosion du nazisme en Allemagne et du fascisme en Italie. Alors que nous enseigne la comparaison de notre époque et de ces régimes politiques à l'Europe des années 20 ? Comment caractériser la révolution conservatrice aujourd'hui ? Vous l'aurez compris, ce soir, notre invité, Jean-François Bayard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement, auteur notamment de cet ouvrage intitulé L'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique, apparu aux éditions de la Découverte. Et je note cette série d'entretiens que vous donnez dans la revue Le Grand Continent, série intitulée Comprendre la révolution conservatrice. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Ce n'est pas pour les États-Unis, c'est pour le bien du monde. C'est la première étape pour un avenir beaucoup plus sûr pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Car je dirais que le monde est une région en quelque sorte. Que l'ère de la souveraineté vienne enfin. Allez Donald Trump, allez les souverainistes européens, en selle. Le monde commence à s'éveiller. La meilleure preuve, c'est ce qui se passe en Amérique avec la renaissance des idéaux de liberté. Ainsi, l'Amérique sera le phare qui rallumera la flamme de tout l'Occident. Trois accents, trois dirigeants, on les reconnaît bien, hein, Donald Trump, Viktor Orban, Javier Milei. Il faut nous expliquer, Jean-François Bayard, quelles lunettes vous décidez de porter pour rapprocher ces trois hommes. Vous employez, vous mobilisez un concept en particulier, celui de révolution conservatrice. Expliquez-nous pourquoi. Alors mes lunettes, ce sont celles de la sociologie historique et comparée du politique. Elle permet de montrer, de dégager une cohérence entre ces différents personnages et simultanément d'insister sur l'historicité propre de chacune de ces expériences. Parce que, nous rappelle le grand historien Paul Venn, comparer, c'est bel et bien mettre en exergue les différences, l'invention de la différence. Alors révolution conservatrice, quand on découvre l'expression, quand on redécouvre peut-être l'expression d'ailleurs, on se dit il s'agit là au fond d'un oxymore et d'un concept peut-être un peu bancal, non ? Toute la force précisément de la notion, c'est son vague, c'est son caractère oxymorique et qui permet dans une certaine confusion de mobiliser des électorats et des sensibilités très disparates et d'essayer d'en faire une synthèse assez improbable. Au fond, ce qui unit les dirigeants que vous avez cités tout à l'heure, c'est d'abord l'alliance, l'alliage, la combinatoire entre la revendication de valeurs conservatrices, notamment en matière de mœurs, d'une part, et d'autre part, le fait d'assumer complètement et même d'exalter la technologie moderne et la modernité en général. Milei, par exemple, c'est un rocker. Il fait ses meetings électoraux sous forme de grands concerts de rock et la plupart des musiciens de son orchestre sont des membres de son gouvernement. Donc là, on a une modernité qui est assumée. Et puis, bien entendu, que ça soit en Israël, parce que sur la photo que vous évoquiez tout à l'heure, il manquait quand même Netanyahou, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais en Israël, aux États-Unis, en Inde, dans l'Inde de Modi, il y a l'exaltation de la technique, de la technologie la plus moderne, avec notamment ce que l'on nomme de plus en plus le techno-féodalisme, voire le techno-fascisme. Donc cette alliance entre les valeurs conservatrices d'une part et d'autre part la modernité la plus extrême, notamment technologique,
technologique. C'est vraiment la marque de fabrique de ces mouvements. Et c'est ce qui distingue finalement les révolutions conservatrices immédiatement contemporaines de la révolution conservatrice de Reagan, par exemple. Comment expliquez-vous cependant que dans cet alliage, on n'y voit pas de contradiction apparente, que d'un côté, on puisse mobiliser un discours extrêmement conservateur et dans le même temps avoir recours à ces nouvelles technologies, au numérique, au rock dont vous parliez à l'instant? Ben, il y a une tension créatrice au fond, et c'est là où il faut revenir à la fin du 19e et à l'entre-deux-guerres, notamment en Europe. La fin du 19e est dominée par ce que l'on a appelé le pessimisme culturel. Les gens, et notamment les conservateurs, sont très inquiets de la révolution industrielle, de ses méfaits, la destruction de la nature, la dégénérescence du bipède, etc., etc. Et avec toute une série de recettes, l'hygiénisme, le sport, mais il y avait quand même une profonde inquiétude sur ce que devenait la civilisation occidentale. Et cela s'inscrivait au fond dans la contre-révolution. Ce que l'on n'avait pas digéré, c'était la Révolution française de 1789 qui s'était épandue, qui avait été imposée en quelque sorte par l'aventure napoléonienne. Certains courants de l'opinion. Certains courants de l'opinion. Oui. Bon. Et le coup de génie de certains conservateurs au début du XXe et surtout après la Première Guerre mondiale, c'est de se dire qu'il faut renoncer à la contre-révolution, il faut assumer, il faut accepter son époque, l'esprit de son époque, Zeitgeist, sa modernité. Alors c'est par exemple le futurisme de Marinetti en Italie, avant même la Première Guerre mondiale, qui sera très largement repris, cité en Allemagne par des gens comme Spengler ou comme Müller, donc des idéologues de la révolution conservatrice. Donc c'est l'acceptation de la modernité industrielle, technologique, l'acceptation de la grande ville que l'on présentait comme un lieu de dégénérescence et qu'on va exalter, l'acceptation de la masse et la renonciation donc au mythe, au rêve, à l'utopie d'un retour à l'ancien régime. Et les révolutionnaires conservateurs vont s'emparer de l'idée de la révolution qui appartenait plutôt à la gauche pour la retourner en quelque sorte contre la gauche, surtout contre les libéraux, et en faire le véhicule de l'invention de la tradition et notamment de l'invention de l'ethnos. Vous l'avez dit, Jean-François Bayard, le point fondamental de cette révolution conservatrice, c'est de parvenir, ou du moins de tenter à dépasser l'opposition qui structurait tout au long du XIXe siècle le paysage politique français, l'opposition entre révolution et contre-révolution. Une fois qu'on a dit cela, dans les années 20, comment est-ce que l'expression même de révolution conservatrice surgit-elle ? Alors, la première occurrence, me semble-t-il, mais il faudrait se tourner vers de vrais historiens, ce que je ne suis pas, c'est un littérateur autrichien, qui est l'une des figures éminentes de la jeune Vienne, de la modernité culturelle viennoise, Hofmannsthal, qui, en 1927, en appelle à une révolution conservatrice, il utilise le terme, mais plutôt dans un domaine culturel et dans l'attente ou dans l'espoir de l'émergence d'un homme nouveau. D'un point de vue strictement universitaire, le terme de révolution conservatrice n'est introduit qu'en 1949 sous la plume d'un auteur qui est un insider, parce que lui-même a participé à l'aventure du national-socialisme, un Suisse. Il s'est ravisé au bout d'un an. Qui a connu donc la révolution conservatrice de l'intérieur, si je puis dire. Tout à fait, et même du nazisme, mais il s'interroge sur les origines, en quelque sorte, du nazisme. Armin Möller. Exactement, et il publie donc cette thèse sous la direction de Karl Jaspers, philosophe assez conservateur, et ensuite il devient le secrétaire particulier de Ernst Jünger, qui est une grande figure de la révolution conservatrice dans le domaine des lettres allemandes, et il deviendra un correspondant de presse en France, où il contribuera à l'aventure du GRES, qui est donc le laboratoire en France de l'identitarisme politique et au fond de la nouvelle révolution
conservatrice que nous connaissons en France. Une autre idée à l'origine de cette révolution conservatrice, c'est peut-être l'humiliation de la défaite, et plus exactement la mise en forme politique de cette humiliation de la défaite. Expliquez-nous cela. Alors ça, c'est absolument fondamental. En effet, la grande expérience, la grande matrice de la thématique de la révolution conservatrice en Allemagne et en Italie, c'est la guerre, et donc la Première Guerre mondiale, qui est une guerre épouvantable, une guerre de masse et une guerre hautement technicisée. Et émerge au fond que comme figure centrale de cette modernité de la guerre, l'ingénieur, l'artilleur, et cela est compris par les futuristes et notamment par Marinetti dès 1909 et les guerres, l'occupation de la Libye en 1911, les premières guerres balkaniques, et Marinetti est absolument fasciné par cette guerre de tranchées, notamment dans les Balkans, et l'irruption de l'artillerie, on peut dire de masse, avec les conséquences que l'on connaît. L'Allemagne, évidemment, fait l'expérience épouvantable de la Première Guerre mondiale, tout comme la France d'ailleurs, mais l'Allemagne est battue. Et l'Italie est privée de sa victoire. Ce à quoi s'ajoute une pauvreté de masse, notamment dans le cadre de l'Allemagne, la grande inflation, etc. Et dans cette expérience d'humiliation et même d'abjection, au fond, la révolution conservatrice propose une forme de dignité, une forme de renaissance de la nation. Et là, c'est naturellement un élément extraordinairement mobilisateur. Ayant posé cela, Jean-François Bayard, ayant exposé, comme vous venez de le faire, les grandes pièces les grandes pièces idéologiques, même j'allais dire, de la révolution conservatrice. Comment tisser des concordances avec ces dirigeants contemporains qu'on a mentionnés un peu plus tôt? Ils sont nombreux, mais commençons peut-être par Trump, Orban, Erdogan, Milei, le Premier ministre israélien, Modi évidemment en Iran. Tous ces noms-là, comment dresser des concordances entre cette matrice qui surgit dans les années 20 et 30 en Europe avec ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale? Avant de répondre, je voudrais ajouter un autre ingrédient qui naît précisément de l'expérience douloureuse de la défaite, de la pauvreté, c'est le ressentiment. D'ailleurs... Pour moi, c'était lié à l'humiliation de la guerre, notamment. Mais bien sûr, mais la conscience du ressentiment et la traduction du ressentiment par la désignation d'un bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire tout trouvé entre les deux guerres, c'est naturellement le juif. Ça sert toujours. Aujourd'hui, le juif n'a pas disparu dans cette conscience du ressentiment et de la recherche du bouc émissaire. Malheureusement, on s'en rend compte à de multiples occasions. Mais on a un autre bouc émissaire, alors qui est beaucoup plus contemporain, c'est l'immigré, c'est-à-dire en Europe plutôt le musulman, et aux États-Unis, certes le musulman, mais également et surtout peut-être dans le contexte actuel, le latino qui est a priori catholique, au moins dans l'imaginaire, ou s'il est protestant, il est évangélique, mais quand même très bas de gamme d'un point de vue religieux par rapport au protestantisme WASP. Et donc le ressentiment et la construction d'un ennemi imaginaire, c'est absolument fondamental. Alors quels sont les liens entre les révolutions conservatrices de l'entre-deux-guerres et aujourd'hui? Là, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Il s'agit justement, pour être prudent, Jean-François Bayard, et avancer pas à pas, je vous cite dans la revue Le Grand Continent, vous dites « Il me semble que nombre de régimes immédiatement contemporains, issus de trajectoires de type révolution passive, s'engagent désormais de manière de plus en plus explicite sur la voie de révolution conservatrice ». Alors expliquez-nous. Alors, d'abord, il faut souligner que tous les adeptes de la révolution conservatrice, par exemple en Allemagne ou en Italie dans les années 1920, ne sont pas devenus fascistes ou national-socialistes. Il est certain qu'ils ont préparé le terrain du fascisme ou du national-socialisme, mais beaucoup ont, si je puis dire, calé lorsque le national-socialisme est arrivé au pouvoir, pour différentes raisons. Le recours à la violence est la marque de fabrique du fascisme ou du national-socialisme, c'est le phénomène milicien et le meurtre en quelque sorte moral de l'ennemi, du juif, de l'antifasciste, etc. Et puis l'antisémitisme biologique. La plupart des tenants de la révolution conservatrice sont antisémites, mais ils sont antisémites, on va dire, culturels ou religieux. Ils ne sont pas adeptes d'un racisme biologique tel que l'incarnera par exemple Rosenberg dans le national-socialisme. Et là,
on voit beaucoup de révolutionnaires conservateurs qui ont préparé le terrain du national-socialisme. Sans participer directement au pouvoir lui-même. Et sans participer, et qui même parfois vont s'opposer au national-socialisme, et dont certains seront les victimes, au sens physique du terme, du national-socialisme, notamment pendant la nuit des longs couteaux en 1934. Sur le contemporain, Jean-François Bayard, alors comment rapprochez-vous justement ce à quoi nous assistons aujourd'hui et cette matrice que vous décrivez là? Alors, il ne s'agit pas de dire que, par exemple, Marine Le Pen, c'est Hitler, ou que Trump, c'est Mussolini ou Hitler. Bon, en réalité, les contextes sont différents. Vous avez des logiques de situation qui sont similaires, faux et grossier, mais elles ne doivent pas non plus nous égarer. Donc, du point de vue de la sociologie historique et comparée du politique, qui est ma chapelle, en quelque sorte, il s'agit de dégager des relations génétiques concrètes qui rattachent les révolutions conservatrices immédiatement contemporaines aux révolutions conservatrices de l'entre-deux-guerres. Et alors là, on a effectivement toute une série de linéaments, de lignées qui montrent la circulation, la transmission d'idées, soit par des mouvements, soit par des auteurs, soit par des acteurs. Par exemple, en France, des gens comme Tixier-Vignancourt assurent cette transmission de l'antisémitisme, de l'action française des années 1930, de l'adhésion au pétainisme, de la défense de la cause de l'Algérie française, avec, par exemple, en 1965, comme directeur de campagne, Jean-Marie Le Pen, et un Patrick Buisson, qui, plus tard, servira également de lien entre la révolution conservatrice, voire ce que certains qualifieraient de fascisme français, entre les deux guerres, au Rassemblement national. D'ailleurs, le terme même de Rassemblement national, il a un précédent, c'est en 1954, un mouvement qui est fondé par Tixier-Vignancourt, le Rassemblement national, et dont le premier objectif est d'écarter de la fonction publique des naturalisés trop récents. Si l'on prend, Jean-François Bayard, cet exemple que nous connaissons bien à force d'en parler régulièrement dans la presse et dans cette émission même, je veux parler de Donald Trump, cette matrice, là aussi, encore une fois, de la révolution conservatrice, comment rapprochez-vous ce que vous décriviez, ce phénomène intellectuel de soubassement dans les années 20 et 30 et la pratique du pouvoir trumpien aujourd'hui ? Il faut remonter en vérité au 19e siècle, me semble-t-il, pour ce qui est des États-Unis, le traumatisme d'une guerre, la guerre de sécession, et l'énorme ressentiment des États du Sud à la suite de la défaite pendant la guerre, à l'issue de la guerre de sécession. Ensuite, la ségrégation raciale, le démantèlement de la ségrégation raciale en 1964 par le président Johnson, et en signant les Civil Rights, Johnson dit: nous perdons les États du Sud pour des décennies, parce que les États du Sud avaient voté démocrate par opposition à Lincoln et aux républicains qui avaient mené la guerre de sécession. Entre les deux guerres, aux États-Unis, vous avez eu le triomphe de l'eugénisme, dont s'inspireront beaucoup les nazis de Hitler, l'eugénisme américain. Vous avez l'adhésion ou une très grande sympathie pour le nazisme de la part de Henry Ford et de Lindbergh. Donc il y avait de très grandes affinités entre une partie du conservatisme états-unien et la révolution conservatrice et même le nazisme. On a également le rayonnement du Fordisme, qui sera une grande source d'inspiration pour toute une série de courants conservateurs et industrialistes dans l'ensemble de l'Europe. Et par exemple, Gramsci considère que le fascisme, c'est dans son vocabulaire une forme de révolution passive, mais qui est également l'avatar italien du Fordisme ou de l'américanisme, pour reprendre ces termes. Donc les États-Unis, entre les deux guerres, ont été un grand pôle de révolution, de conceptualisation ou de mise en œuvre de la révolution conservatrice, que l'on a un peu oublié parce qu'on est complètement fasciné par l'Allemagne nazie et le fascisme italien. Mais qu'est-ce qui différencie au fond, Jean-François Bayard, cette histoire anti-humaniste, cette histoire fascisante évidemment, cette histoire réactionnaire également, d'un concept
concept que vous mobilisez pleinement, la révolution conservatrice. Comment distinguer les premiers de la seconde ? Alors la révolution conservatrice aujourd'hui aux États-Unis, c'est bel et bien l'alliance avec une certaine conception fondamentaliste du peuple américain, hein, le souverainisme de la nation américaine, America First, et l'exaltation de la technique. Simplement, on n'en est plus à Henry Ford, on en est à Musk, Peter Thiel, etc. Mais on retrouve bien cette espèce d'oxymore, en quelque sorte, que vous soulignez tout à l'heure, l'exaltation de valeurs conservatrices d'une part, et d'autre part, l'exaltation de la technique. Et d'un autre côté, l'on voit très bien que nous sommes entrés dans une autre histoire, puisque les potentialités répressives, les potentialités en termes de contrôle de la population, que véhicule par exemple la révolution technologique de la numérisation, sont sans commune mesure avec ce que pouvaient représenter Lindbergh ou Ford entre les deux guerres. Donc on voit très bien la différence. En revanche, l'on voit comment aujourd'hui MAGA reprend un vieux projet impérialiste et colonialiste et extractiviste de la révolution conservatrice américaine, qui est le gros bâton de Theodore Roosevelt avant la Première Guerre mondiale, et une forme d'expansionnisme territorial. Un mot justement, Jean-François Bayard, que l'on n'a pas encore prononcé dans cet échange, le terme d'empire. Et je vous cite dans Le Grand Continent une nouvelle fois, vous dites « Mon hypothèse est que la quasi-totalité de ces révolutions conservatrices, celles d'aujourd'hui comme celles d'hier, participent d'un moment d'historicité dont nous ne sommes pas sortis, le passage d'un monde d'empire à un monde d'État-nation ». Fin de citation. En quoi cette bascule, j'allais dire, rapproche d'abord les deux périodes et constitue un élément important de cette révolution conservatrice ? La révolution conservatrice, par son exaltation du souverainisme et de la nation et d'une définition völkisch, enfin ethnocentrée et même ethno-religieuse. Donc la révolution conservatrice est une mise en forme possible du passage de l'Empire à l'État-nation. Je m'explique. L'Empire, il domine, et j'insiste sur le terme, il domine, il ne s'agit pas d'avoir une vision bisounours des empires. L'Empire domine par la reconnaissance et l'instrumentalisation de la différence. L'État-nation, qui naît de l'effondrement, et généralement de l'effondrement militaire de l'Empire, il va dominer par la centralisation politique, par la négation de la différence, par l'invention précisément d'un ethnos, d'une définition ethno-religieuse de la citoyenneté, alors dont on peut avoir une vision plus libérale, plus démocratique, qui a été grosso modo le modèle, avec quand même de gros dérapages, qui a prévalu dans la plupart des démocraties occidentales, notamment en Angleterre et en France, mais on peut en avoir une vision beaucoup plus dure, beaucoup plus identitariste, en termes de définition par le sang de l'appartenance à la nation, et bien entendu, cela a été la conception de la révolution conservatrice et ensuite du nazisme en Allemagne. Donc, en quelque sorte, la révolution conservatrice fournit une réponse identitariste et fondamentaliste et radicale à ces définitions ethno-religieuses de la citoyenneté que suppose le passage de l'Empire à l'État-nation. Pourtant, on dit bien parfois que Donald Trump régénère la notion d'empire américain, qu'il renouvelle le concept d'impérialisme américain quand il porte ses vues et son regard sur le Groenland, quand il intervient directement au Venezuela. Est-ce qu'il n'y a pas non plus là une régénérescence de la notion d'empire ? Non, parce que l'empire, c'est un mot valise. Et quand on parle de l'empire des empires classiques, comme par exemple l'empire ottoman, l'empire des Romanov, l'empire des Habsbourg, l'empire mongol, et même bien souvent l'empire chinois, ces empires reconnaissaient la différence culturelle et l'instrumentalisaient à des fins de domination. Ce que l'on appelle l'empire américain, ça n'est rien d'autre que la constitution d'une espèce de super-État-nation qui a un projet impérialiste, qui n'est pas forcément un projet impérial, qui est un projet impérialiste et qui procède non pas par cooptation et par reconnaissance de la diversité ethno-culturelle, mais par l'extermination. Il faut quand même ne pas oublier que l'État-nation états-unien et américain s'est constitué par le biais d'un génocide, le génocide des Indiens. Que pensez-vous du terme illibéral pour caractériser ces régimes, la pratique du pouvoir de ces dirigeants ? Est-ce que ce terme d'illibéralisme vous paraît pertinent ?
Il me paraît faible. Il me paraît faible parce qu'il est... On le trouve partout pourtant. Hein. Absolument. Mais de même que le terme de populisme sont des termes assez confus, on y met un petit peu... Mais en tout cas, le terme d'illibéralisme, il est purement descriptif. On va dire, bon, voilà, c'est un homme qui a été élu et qui, en fait, ne respecte pas véritablement l'esprit de la démocratie et des élections compétitives et qui va reproduire de manière abusive son pouvoir par le biais d'élections qui ne sont pas loyales. Bon, et là, ça correspond effectivement assez bien à la pratique du pouvoir d'un Orban ou d'un Erdogan, ces deux hommes ayant littéralement asséché le pluralisme, par exemple, en matière de presse. Bon. Mais je trouve que c'est une définition assez faible qui n'explique rien, alors que le raisonnement de la sociologie historique est comparé du politique en mobilisant la notion et en construisant en fait un paradigme de la révolution conservatrice, donne quand même des éléments d'interprétation et d'explication qui me paraissent plus heuristiques. Vous l'avez en tout cas démontré. Merci beaucoup Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement, l'IHEID à Genève. Vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage intitulé L'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique, qui est paru aux éditions de la Découverte. Et je signale la série d'entretiens que vous avez donné au Grand Continent intitulé Comprendre la révolution conservatrice. Le premier opus est déjà en ligne. Merci également à celles et ceux qui ont pensé et préparé cette émission à mes côtés. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken, à la réalisation Léa Racine.